République. Est-ce que vous, en tant qu'historien, ça vous a éclairé sur des faits inconnus? Et ma deuxième partie de question, c'était comment est traitée la guerre d'Algérie localement. Est-ce que nos amis algériens à l'éducation nationale algérienne l'apprennent dans leur cursus scolaire? En Algérie, pour répondre à votre question tout de suite, ensuite on va les archives. En Algérie, la guerre d'indépendance est survalorisée. C'est la différence fondamentale de la France. En France, elle a été très longtemps occultée, pendant presque 30 ou 40 ans, alors qu'en Algérie, elle a été survalorisée. C'est une différence fondamentale. C'est-à-dire que vous avez les noms des rues, des boulevards, des avenues, etc. C'est le nom des héros de la guerre, qui sont morts au combat, etc. Donc, dans l'imaginaire de chaque Algérien, cette séquence-là, elle est apparemment très connue, mais de plus en plus mal connue. Car en Algérie, le problème n'est pas celui de l'occultation, mais celui de la reconstruction de l'histoire. Ce n'est pas le problème de l'occultation ou du déni, c'est le fait que vous avez des mises au secret d'histoire et que les Algériens veulent se réapproprier. Je parlais tout à l'heure de toute une série de personnages, etc. Donc du côté algérien, l'histoire, elle aussi, a progressé. C'est-à-dire tous les personnages qui avaient été au secret parce qu'ils étaient opposés au nouveau pouvoir, notamment dans l'été 62. Par exemple, les dirigeants de la Fédération de France du FLN, à l'été 62, ont été écartés du pouvoir. Tous. Ali Haroun, Omar Boudaoud, etc., ils ont tous été écartés. Parce qu'ils sont entrés au PRS, au DIAF, et c'était fini pour eux. Et donc, pendant 30 ans, la traversée du désert. Vous voyez le problème. Même chose pour Kribel Kassem, même chose pour Aïd Ahmed, même chose pour etc., etc. Et il a fallu attendre la crise du système du parti unique en Algérie, c'est-à-dire du FLN, en octobre 88, pour que le récit unanimiste fissure, que les personnages fassent retour dans la scène publique, y compris des personnages considérés comme des réformistes, etc., comme Ferhat Abbas, donc qui était considéré comme un personnage très mineur dans l'histoire intérieure algérienne, et qui a fait retour, puisque l'université de Sétif aujourd'hui s'appelle l'université Ferhat Abbas, etc. Donc on ne peut pas dire qu'en Algérie aussi, l'histoire c'est pareil, il n'y a rien, il ne se passe rien, on n'enseigne rien, on ne sait rien, etc. Non, il y a une progression, mais il y a aussi des combats à livrer, parce que ce n'est pas fini. Il y a aussi des tabous à lever dans l'histoire algérienne, qui portent sur la place des minorités, la question berbère, le problème des juifs, la question des harkis, le problème de la paysannerie. Tout ça, c'est des questions très graves dans l'histoire intérieure algérienne, mais que les historiens algériens appréhendent, travaillent sur ces questions-là, y compris en Algérie. Donc il faut quand même le savoir. Ça, c'est ce côté algérien. C'est pour vous dire que l'histoire n'est pas statique, elle progresse, y compris par les travaux. Sur le côté français des archives, la première ouverture d'archives, c'est 1992, c'est la loi des 30 ans. Donc 62-92, les archives se sont ouvertes. Donc les historiens ont pu davantage travailler sur les archives d'État. Mais parenthèse, les historiens peuvent travailler indépendamment aussi et sans attendre l'ouverture des archives d'État, pour peu qu'ils aient un point de vue. Je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai soutenu ma thèse en 1978, donc les archives d'État n'étaient pas ouvertes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé sur les acteurs, la presse de l'époque, etc., etc. Donc tout n'est pas réductible à la question des archives étatiques. Il faut aussi avoir le courage d'affronter des réalités ou des vérités. La torture, les crimes, les déplacements de population, l'utilisation du napalm, ce sont des choses que je connaissais, sur lesquelles il a fallu m'attaquer sans qu'il y ait forcément ouverture des archives d'État. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les acteurs parlent, ils racontent des choses. Donc on ne va pas attendre passivement que l'État ouvre ses archives pour commencer à forcer les portes et obtenir des vérités d'histoire. Le 17 octobre 61, moi mon premier article, je l'ai écrit en 81. Je n'ai pas écrit en 93, c'est après l'ouverture des archives. Vous voyez, parce que tout simplement, il y avait plein d'acteurs algériens qui ont témoigné, tout simplement. Ils disent voilà ce qui s'est passé, j'ai vécu ça, il fallait recueillir leurs paroles, il fallait travailler et publier. Bon. Donc première ouverture d'archives en 92, la loi des 30 ans. Et vous avez une seconde, donc une thèse soutenue, intéressante, sur la justice, etc. Mais c'est un début. Ensuite, il y a une seconde ouverture d'archives qui a commencé à s'opérer en 2012. Dont on pourra mesurer les résultats que dans les années qui viennent, parce qu'il y a toujours parce que le travail des historiens, c'est pas un travail de journaliste. C'est-à-dire que vous n'avez pas instantanément le produit du résultat du travail historique dans la presse le lendemain matin. On n'est pas des chercheurs de secours. Parce qu'il faut, une fois que vous avez une information révélée par une archive d'État, eh bien, il faut ensuite la confronter, la laisser reposer, vérifier et recouvrer. Ça prend du temps avant de pouvoir effectivement l'utiliser. Tout ça, tout à l'heure, je parlais du barrage de Malpasset. C'est très important cette histoire. Parce que vous avez un Allemand qui dit,
un type qui est mort, d'ailleurs, qui a un peu plus questionné le pauvre, c'est fini, il est mort, a dit, dans des notes, c'est le FLN qui a fait sauter le barrage de Malpasset, il y a eu 500 morts français. Voilà, c'est sorti la semaine dernière. Pas de source, le mec est mort, rien dans les archives policières françaises, rien dans les archives de la DST, et aucune revendication algérienne, et rien dans les mémoires des Algériens. Mais sauf que la divulgation d'une telle information, sans recoupement, sans vérification, telle que je viens de le faire, hein, c'est-à-dire, bon, où sont les traces? Est-ce qu'ils ont téléphoné en Algérie? Est-ce qu'ils ont rencontré les acteurs de la Fédération de France du FLN? Rien. Mais la divulgation d'une telle histoire, dans la France d'aujourd'hui, on connaît bien quand même, ça va effectivement se retourner, et le but c'est de se retourner contre les Algériens qui vivent en France. C'est de les diaboliser aujourd'hui, en 2013. Et c'est pas simplement une question d'histoire, hein, c'est une question évidemment politique. Donc c'est pour vous dire à quel point il faut faire extrêmement attention, quand on fait un travail historique, à la façon dont on divulgue les informations et comment on travaille. Et ça prend beaucoup de temps. Il n'y a pas d'instantanéité dans la divulgation. Mais en même temps, il faut avancer quand même en ayant un point de vue. Alors le point de vue, effectivement, qui est le mien, je ne sais pas, tous les historiens ne sont pas comme moi, hein, le point de vue qui est le mien, effectivement, et c'est un point de vue engagé, c'est-à-dire le point de vue de la dévoilement de ce qu'a été le système colonial. C'est un point de vue engagé. Je ne veux pas dire le contraire. Voilà. Merci. Actuel fera mieux sur les questions économiques et sociales. Tant mieux, c'est votre droit, les Français en ont décidé ainsi. D'ailleurs, je suis républicain.